Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré en tête-à-tête à Addis Abeba en marge du 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. Le président ivoirien et burkinabé ont évoqué les relations d'amitié et de coopération entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Dans l'actualité judiciaire, le deuxième jour du procès de l'ancien président ivoirien à la Cour pénale internationale, des vidéos d'attaques présumées des forces fidèles à l'ex-chef d'État contre les civils et de dépouilles alignées dans les rues d'Abidjan ont été projetées par l'accusation ce vendredi. 947 élèves, commissaires et sous-officiers de la police nationale font leur entrée dans la grande famille des forces de défense et de sécurité. Après une formation commune de base de 3 mois, ils ont été présentés au drapeau au cours d'une cérémonie à l'école nationale de police. Et puis à l'étranger, la Centrafrique, de nouvelles allégations d'abus sexuels sur des mineurs par des soldats étrangers ont été dévoilées. Selon 4 des jeunes filles victimes de ces pratiques, leur agresseur faisait partie du contingent géorgien de l'Euphor. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ces images qui nous viennent fraîchement de l'Éthiopie. Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré en tête-à-tête ce soir même à Addis Abeba en marge du 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. Les présidents ivoiriens et burkinabés, comme vous pouvez le voir sur ces images, ont évoqué les relations d'amitié et de coopération entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Je vous propose d'écouter le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. C'est très bien que la participation à la session de l'Union africaine est toujours une occasion pour les chefs d'État de se rencontrer et d'échanger, je dirais, sur les voies et moyens de consolider les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pour nous, nous l'avons dit et toujours répété, nous avons le devoir de faire en sorte que cette relation soit renforcée, que cet axe soit consolidé et que nous puissions faire en sorte que les événements qui ont pu se passer ça et là, nous puissions considérer que ce sont des événements qui doivent relever du passé et que nous devons travailler à faire en sorte que véritablement nous puissions rétablir la confiance au sommet et également entre nos pays. Le président Ouattara est à Addis Abeba depuis hier pour participer au 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. En marge de la rencontre de haut niveau, le chef de l'État a eu des échanges avec la conseillère Afrique du président français, le conseiller du président japonais et la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. On fait le point avec notre envoyé spécial à Addis Abeba, Jérôme Kofi Abolin. Elle est la première personnalité à être reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, à son hôtel à Addis Abeba. Hélène Le Gall, en sa qualité de conseillère pour l'Afrique du président français François Hollande. Au centre des entretiens, la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, les perspectives économiques en Côte d'Ivoire et la question du terrorisme. Avec le président de Côte d'Ivoire, nous avons parlé des relations bilatérales franco-ivoiriennes et notamment des perspectives dans le domaine économique. Et puis nous avons aussi fait un tour d'horizon des situations politiques dans la région, en Afrique de l'Ouest. Nous avons également parlé des risques terroristes qui nous touchent tous aujourd'hui, aussi bien en Europe qu'en Afrique, et sur lesquels il faut être très vigilant. Le président ivoirien m'a expliqué qu'il avait pris des mesures afin de renforcer la sécurité à Abidjan, et ce qui est important notamment pour les investisseurs qui souhaitent venir dans votre pays. Après la conseillère pour l'Afrique du président Hollande, c'est le conseiller spécial du Premier ministre japonais qui a échangé avec le président Alassane Ouattara. Lui et le chef de l'État ivoirien ont parlé de la TICAD 6 prévue en août 2016 au Kenya et évoqué les relations bilatérales ainsi que les rapports entre le Japon et l'Afrique. J'ai parlé de TICAD 6 qui se tiendra en août cette année au Kenya. Et aussi, j'ai transmis le message de notre Premier ministre Shinzo Abe pour solliciter la coopération de Monsieur le Président Ouattara pour le succès de TICAD 6. Je suis persuadée que nous allons organiser l'entretien entre Monsieur le Président et notre Premier ministre Shinzo Abe pour renforcer la relation non seulement bilatérale et
la relation japonais-africaine. Mais avant cet entretien, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara lui-même, s'est déplacé pour rencontrer dans le même hôtel son homologue du Libéria. Une visite de courtoisie pour reprendre les mots du président Alassane Ouattara à l'issue de l'entrevue avec Hélène Johnson Sirleaf. L'actualité judiciaire reste marquée ce vendredi par le deuxième jour du procès de l'ancien président ivoirien à la Cour pénale internationale. Des vidéos d'attaques présumées des forces gouvernementales de l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo, contre des civils et des dépouilles alignés dans les rues d'Abidjan ont été projetées par l'accusation à la Cour pénale internationale ce vendredi. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Pour ce deuxième jour de procès, c'est Eric McDonald, substitut de la procureure, qui prend la parole. Il s'attarde sur les événements mis en avant par l'accusation sévèrement reprimée par le pouvoir de l'époque. La manifestation des pro-Ouattara autour de la RTI entre le 16 et le 19 décembre 2010 et la marche des femmes pro-Ouattara à Abobo le 3 mars 2011. Le substitut de la procureure présente les preuves compilées dans ses dossiers et quelquefois pour étayer ses propos, fait lire des vidéos. Plusieurs témoins sont annoncés à la barre, des témoins, il faut le rappeler, dont la sécurité est assurée par la CPI pendant le procès. Selon Paulina Massida, représentante des victimes, 726 victimes au total cherchent encore des réponses. 1 heure durant, elle présente ses clients encore marqués physiquement ou psychologiquement 5 ans après les faits. Elle insiste sur la cruauté des crimes commis et jugés à La Haye. Lundi, ce sera au tour de la défense d'être à la barre. Ouvert jeudi, le procès a débuté par la lecture des charges portées à l'encontre des deux accusés, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils ont plaidé non coupables. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, a été remis à la CPI le 30 novembre 2011. Le 12 juin 2014, la Chambre préliminaire confirmait à la majorité 4 charges de crimes contre l'humanité, meurtre, viol et autres actes inhumains. Revenons à Abidjan avec ses 947 élèves, commissaires et sous-officiers de la police nationale qui font leur entrée dans la grande famille des forces de défense et de sécurité. Après une formation commune de base de 3 mois, ils ont été présentés au drapeau au cours d'une cérémonie à l'École nationale de police. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, témoin Abou Sanogo. Ce sont 43 élèves commissaires, 104 élèves officiers et 800 élèves sous-officiers de la promotion 2015-2017. Ils ont suivi pendant 3 mois environ la formation commune de base simultanément à l'École nationale de police et à Kpass à Gabou. Formés par des instructeurs militaires issus des 14 bataillons de forces terrestres, ces 947 élèves ont été présentés au drapeau en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et du ministre chargé de la Défense Alain Donvaï. Le colonel-major Julien Sébastien Oundri-Kwame, commandant second les forces terrestres, a exhorté les recrues à être des citoyens modèles. Ce drapeau est désormais la prunelle de vos yeux. Gardez à l'esprit, chaque fois que vous vous inclinerez devant lui ou vous le saluerez, qu'il est une invite à l'appel du devoir pour la défense des intérêts vitaux de la nation, chaque fois que de besoin. En présence de parents, proches et de la chaîne des grands commandements, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a engagé les recrues à améliorer l'image de la police. Nos pays sont en proie à de nombreux défis en matière de sécurité liés au contexte international qui lui-même est marqué par le terrorisme. Donc, vous devez être capable de bien vous former pour relever tous ces défis. Je compte sur vous pour être des élèves policiers modèles, parce que nous avons demandé à la direction de la formation d'élever le niveau d'instruction de nos hommes pour garantir l'émergence d'un policier de qualité. À ces recrues, il a été enseigné la discipline militaire, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques fondamentales, le dépassement de soi, le sens de l'honneur et le dévouement à la patrie. Le compte à rebours est en marche pour les 8e Jeux de la francophonie. Ils se tiendront dans un peu plus de 500 jours ici en Côte d'Ivoire, précisément
du 21 au 30 juillet 2017. Un événement dédié à la jeunesse qui va réunir plus de 80 pays ayant en partage la langue française pour mobiliser les ressources financières et des partenaires. Une signature de convention a eu lieu entre les comités nationaux et internationaux de ces Jeux et les deux piliers du secteur privé, c'est-à-dire le patronat et la Chambre de commerce. Estelle Brou, Grace Kando. Plus de 80 pays et 4000 jeunes seront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 pour les 8e Jeux de la francophonie. Pour le bon déroulement de cet événement, les comités nationaux et internationaux de ces Jeux ont coopté les deux organisations centrales du secteur privé en Côte d'Ivoire, le patronat et la Chambre de commerce. Ces deux structures ont pour mission la recherche et la mobilisation de ressources financières. Une convention a donc été signée entre les différents comités des Jeux de la francophonie et ces deux structures du secteur privé. Dans tout événementiel, les partenaires viennent donc dans le cadre de l'échange de visibilité à soutenir, à appuyer les Jeux. Nos attentes vont sur des mobilisations financières de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros. Faire en sorte que les entreprises nationales puissent participer d'une manière ou d'une autre à ces Jeux-là et soit, je dirais, les porte-drapeaux de l'organisation de ces Jeux. Pour relever ces différents défis, les deux structures privées ont fait appel à une agence de communication. Faire en sorte que les annonceurs que nous avons ciblés puissent intégrer ces Jeux dans leur prochain budget. Les Jeux de la francophonie ont pour objectif, entre autres, de développer les échanges entre les pays francophones et faire la promotion des cultures de ces pays. Et tous ceux qui sont à l'intérieur du pays et qui voudront participer à ces 8e Jeux de la francophonie n'ont pas de souci à se faire. Ils pourront bénéficier des prestations d'Air Côte d'Ivoire qui élargit sa flotte. La compagnie aérienne nationale a un nouvel appareil, un avion flambant neuf de type bombardier. L'objectif clairement affiché est de multiplier les dessertes afin d'accélérer le projet de faire de l'aéroport d'Abidjan un hub dans la sous-région. C'est un modèle d'H8 Q400 qui vient renforcer la flotte d'Air Côte d'Ivoire et porte désormais à 3 le nombre d'appareils issus du même constructeur canadien Bombardier. Capacité d'accueil, 66 passagers. Cet avion rapide et confortable nous permet d'ouvrir des liaisons dans la sous-région à faible potentiel, tout en mettant des fréquences de 1 à 2 par jour, pour permettre à nos clients ici en Côte d'Ivoire d'aller par exemple le matin à Accra ou à Lomé ou à Cotonou et rentrer le soir sans devoir avoir un hébergement à destination. La compagnie ivoirienne négocie activement en ce moment avec Bombardier pour acheter un 4e avion. Je pense que nos amis canadiens n'hésiteront plus de compter sur nous pour qu'ensemble nous puissions voler dans le ciel africain et pourquoi pas d'autres destinations. Parce qu'avant 2020, il nous faut encore beaucoup plus d'avions pour beaucoup plus de destinations. Avec 482 employés, dont 63 pilotes, une flotte qui compte désormais 7 avions, Air Côte d'Ivoire rêve grand. Un rêve qui présage des lendemains meilleurs, avec 20 villes desservies, tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. La compagnie a transporté en 2015 600 000 passagers. Autre sujet, lors du bilan à la CEI, la commission électorale indépendante s'est retrouvée aux deux plateaux autour de son président Youssouf Bakayoko. Bilan d'une année électorale marquée par l'organisation de la présidentielle d'octobre dernier. Les perspectives pour 2016 ont également été révélées. Moussa Koulibaly, Michel Digré. Deux défis se présentent à la commission électorale indépendante pour l'année 2016. Il s'agit de l'organisation du référendum constitutionnel et de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. C'est ce qui ressort de la première rencontre de l'année entre le président de la CEI et le personnel. Le scrutin présidentiel qui aura marqué l'année 2015 a été organisé dans les règles de l'art et a obéi aux conditions de transparence, de fiabilité, d'équité et d'inclusivité.
L'année 2016, qui nous ouvre ses portes, nous présente un calendrier des plus chargés. 2 importants rendez-vous sont annoncés, à savoir le référendum constitutionnel et l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'année nouvelle se présente dès lors comme une année électorale dense qui nécessitera, une fois de plus, de vous, toute votre expertise, l'engagement et la détermination dont vous avez fait jusqu'à présent preuve. Contrairement au scrutin législatif, auquel vous vous êtes aujourd'hui familiarisés, l'organisation du référendum se présente comme un challenge nouveau. Les agents de la commission électorale indépendante se disent prêts à relever ces challenges. Youssouf Bakayoko leur a recommandé la solidarité au sein de l'institution tout en mettant en avant l'intérêt général de la nation afin de garantir un référendum et des législatives apaisées et crédibles. Dans la Côte d'Ivoire profonde, les feux mal maîtrisés causent des dégâts. Plus de 100 hectares de culture et une trentaine d'hectares de forêt de teck ont été ravagés par les feux de brousse à Nzikro, sous-préfecture de Kononfla, c'est dans le département de Saint-Fra. 9 villages et plusieurs campements, totalisant environ 4000 habitants, sont touchés négativement par ce malheureux incident. Le récit d'Amadou Ouattara. Plus de 100 hectares de diverses cultures et une trentaine d'hectares de forêt de teck ravagés par les feux de brousse à Kononfla, dans le département de Saint-Fra. Malgré les campagnes de sensibilisation sur les feux de brousse en cette période d'harmattan en Côte d'Ivoire, la situation reste préoccupante. À l'origine de ce triste événement, un foyer de feu parti du village de Nzikro. Cela suite aux activités d'un imprudent paysan qui était en train d'extraire le vin de palme communément appelé banji, lorsqu'une flamme lui échappe. Avec le vent sec de l'harmattan, cette flamme se propage si rapidement pour devenir immaîtrisable. Aussitôt, 9 villages et plusieurs campements sont partiellement détruits. Le sous-préfet était en mission de sensibilisation et dès son départ, c'est ça que ce monsieur véreux est allé causer ce tort. Ce feu a ravagé pratiquement toutes nos cultures. Certaines personnes étant occupées même qui ont déterré les ignames pour qu'après ils vont mettre sur les granges. Tous ces ignames ont été brûlés. Désespérés, les communautés villageoises sollicitent de l'aide. Nous demandons au Conseil Café Cacao de venir à notre secours, de nous aider à avoir les nouvelles variétés café et cacao pour renouveler nos plantations. J'ai des enfants qui vont à l'école. Comment je vais faire pour que l'année qui vient, là, je vais gagner l'argent pour les pousser? Présent sur les lieux du sinistre, l'agent de l'ANADER de Kononfla revient sur les mesures préventives des feux de brousse. Il faut faire des pare-feux tout autour des plantations, même tout autour des villages. Pendant cette période d'harmattan, les fumeurs, qu'ils soient sûrs que le mégot est éteint. Bon, ceux qui extraient le bangui aussi, il faut vraiment faire très attention. Avec ces feux, ce sont plus de 4000 habitants qui sont ainsi impactés négativement. 2 conventions de partenariat ont été signées dans les locaux du groupe de distribution Carrefour à Marcory. C'était en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. L'objectif est d'offrir des emplois naturellement à la jeunesse ivoirienne. Un sujet d'Amza Diaby. Tout d'abord, une convention spécifique relative au programme d'aide à l'embauche entre l'Agence Emploi Jeunes et CFAO Retail Côte d'Ivoire. Puis, cette convention tripartite entre l'Agence Emploi Jeunes, CFAO Retail Côte d'Ivoire et des écoles de formation. Le tout pour offrir des centaines d'emplois aux jeunes de Côte d'Ivoire. Le partenariat qui se concrétise aujourd'hui permet de traduire en action les engagements pris par l'Agence Emploi Jeunes et CFAO Retails. La présente convention permettra le renforcement des capacités des jeunes diplômés, le développement de programmes d'aide à l'embauche, la requalification et le sponsoring de jeunes talents. Nous avons besoin de ressources de qualité, nous avons besoin de stagiaires et à terme, ces gens-là seront des gens qui seront susceptibles d'avoir un vrai emploi chez nous.
Les responsables d'établissements concernés sont heureux de l'opportunité à eux offerte. Je prends la parole pour remercier et saluer cette initiative de CFAO Retail qui démontre l'intérêt que l'entreprise accorde aux ressources humaines et particulièrement à l'emploi des jeunes. Cette convention nous permet d'orienter davantage nos formations et d'accroître l'employabilité de nos jeunes étudiants. Les élèves et les diplômés de ces écoles partenaires devront s'inscrire sur la plateforme technologique de l'Agence Emploi Jeunes qui procédera à la sélection des bénéficiaires de stages. Ce soir, on s'intéresse également à un produit du terroir, le pagne baoulé, un produit à la fois touristique et d'identification d'un peuple. Aujourd'hui, la vente du pagne baoulé est devenue une activité commerciale à laquelle de nombreuses personnes s'adonnent avec plus ou moins de réussite. Si apparemment cette activité nourrit son homme, vendeurs de pagne baoulé et tisserands se plaignent de ce que le secteur est en proie à d'énormes problèmes. Dans le reportage qui va suivre, leur cri de cœur, un sujet de Jeanne Atoubé. Les gestes des mains sont rapides, précis et synchronisés, autant que le jeu des pieds sur les pédales du métier à tisser. Au bout de 20 à 30 minutes d'un travail de grande concentration, on obtient une bande comme celle-ci. Un travail d'artiste long et fastidieux. Le pagne comporte 20 bandes. Donc après avoir fini de tisser, on envoie chez les couturiers spécialisés de pagne baoulé. Nous avons plusieurs genres de pagne. Les pagnes pour hommes, les pagnes pour les dames. Chaque pagne a un nom. Généralement, les pagnes reflètent le vécu quotidien du peuple baoulé. Le pagne baoulé est en vogue aujourd'hui. Dans les villages, le métier de tisserand a acquis de la valeur. Ce sont principalement les jeunes et les enfants, bien que continuant à aller à l'école, qui l'exercent. De nos jours, tu finis, tu n'as pas de boulot, tu ne travailles pas. Donc avec ça, là, au moins, tu peux suffire à tes petits besoins. Mes parents n'avaient rien. Donc c'est ce métier qui m'a permis. Il y a eu mon PPC, ce métier, plus le BT. Être tisserand, fabricant de pagne baoulé est pour les populations des villages des départements de Yamoussoukro, Tibissou, Boaké et Atiguakro un moyen sûr, malgré les moments de vache maigre, de se procurer quelques ressources pour la satisfaction de leurs besoins. Il y a des gens qui viennent nous proposer 8 000, 7 000, mais on a besoin de donner, puisqu'on a besoin d'argent, sinon ce n'est pas le prix. Le prix est à partir de 12 000. On s'approvisionne difficilement le matériel. Et le problème d'écoulement aussi, on n'a pas assez de marché, on est encore dans l'ancien système. C'est-à-dire, j'ai mon client, il vient, il prend, ou bien l'autre a son client, il vient, il prend, ou bien ceux qui passent sur la route. Alors on a construit un nouvel appartement et on est en train de s'organiser. Car aujourd'hui, c'est encore l'informel. Dans l'univers des tisserands, l'esprit coopératif n'existe pas. Les hangars faits de bois et au toit de paille illustrent la précarité de cette activité. Bomezambo, seul de tous les villages baoulés, peut se targuer d'avoir mis en place une organisation dont beaucoup de villages s'inspirent aujourd'hui. Nous avons une coopérative. Aujourd'hui, c'est comme un modèle. Tous les villages environnants essaient de copier cela. Le pagne baoulé attire et séduit. Élément d'identification à forte valeur culturelle d'un peuple, il est devenu aujourd'hui un produit touristique et un instrument éminemment économique. Mais ce métier en pays baoulé reste interdit aux femmes. Les agents du ministère du Commerce chargés du contrôle des activités commerciales s'assurent de la qualité et de la quantité des produits vendus dans nos marchés, boutiques et grandes surfaces. Chaque année, environ 800 agents effectuent des missions de contrôle sur l'ensemble du territoire national. Comment se fait le contrôle de ces activités? Quelles sont les mesures répressives en cas d'infraction? Les éléments de réponse dans ce reportage de Christelle Nda et Michel Touré, commenté par Jean-Jacques Ouaméala. Habituée à acheter sa viande au marché de Treichville, Marie-Noël Bégré vient de se rendre compte qu'elle est victime d'un cas de force pesée. Ce qu'elle a pu vérifier grâce au contrôle inattendu des agents du ministère du Commerce. Nous avons le contrôle de concurrence, le contrôle de répression de fraude et également le contrôle des instruments de mesure. En plus de voir sa balance saisie, le boucher en faute reçoit une convocation l'invitant à se rendre à la direction de la méthodologie du contrôle de qualité et de la répression des fraudes du ministère du Commerce. Donc à partir de ce moment, nous sommes tenus de retirer cet instrument de mesure. Lorsque un opérateur économique ou un commerçant est en infraction,
Au regard de la loi, nous sommes tenus de lui dresser un procès verbal. Des sanctions qui vont jusqu'à l'emprisonnement en cas de refus de paiement de l'amende. Outre le contrôle des instruments de mesure, les agents du ministère du Commerce veillent aussi à la qualité des produits vendus sur le marché, dans les boutiques et dans les grandes surfaces. Objectif, préserver la santé des populations et assurer le bon fonctionnement du marché. Dans le cadre de ces missions de vérification périodique, le ministère déploie chaque année 800 agents sur le territoire national. Un nombre insuffisant face à la prolifération des points de commerce. Pour pallier ce déficit, les agents du ministère du Commerce travaillent en étroite collaboration avec les associations de consommateurs, premiers interlocuteurs. Les organisations de consommateurs donc, ont pour mission donc, de relayer les informations, les difficultés que les consommateurs vivent, faire remonter les informations au ministère du Commerce pour que les personnes outillées descendent sur le terrain, fassent des saisies s'il y a des saisies à faire ou bien rétablissent l'ordre quand il le faut. Il y a un code de la consommation qui a été adopté en Conseil des ministres depuis le mois de juin. L'Union fédérale des consommateurs a lancé une pétition pour que toute la population signe pour montrer à nos honorables députés, au gouvernement, combien ce test nous tient à cœur. Une lutte efficace contre la fraude demande l'implication de tous. Une fois qu'il tilte, on ne peut plus interpréter qui que ce soit. Ça fait mal même, on ne peut pas agir. Il faut qu'à tout moment, ils viennent contrôler. Il y a des dames qui veulent le lait au moins un quart. Un quart là, on ne peut pas trouver ça au supermarché, c'est pas possible même. Tu vas aller payer de 72 000 quand tu viens ramasser comme particulier, on ne vend pas. Les instruments qui sont conformes aux normes, vous allez voir, il y a une étiquette verte là-dessus. Pour dénoncer tout cas d'irrégularité, deux numéros verts sont disponibles. 80 00 00 99 80 08 00 09. Pour l'année 2015, environ 250 procès-verbaux ont été établis et des milliers d'instruments de mesure défectueux ont été retirés du marché interne. On en vient à cette visite du chef du gouvernement ce matin au siège du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Daniel Kablan-Duncan y est allé s'imprégner du fonctionnement de cet outil de communication sur les actions du gouvernement. Mamadou Kouassi. Créé en 2004, le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, sous l'autorité du Premier ministre, s'est engagé dans la promotion des actions du gouvernement en collaboration avec les services de communication des différents ministères. En plus de promouvoir les actions du gouvernement sur le terrain, le CICG fait également remonter au gouvernement les préoccupations des populations. La visite du Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, dans les locaux de sa structure a permis à sa directrice générale de présenter les acquis de sa structure depuis 2011. C'est un outil interministériel parce que, comme vous le savez, le gouvernement a adopté une stratégie de communication en 2013 dans lequel il a été dicté 7 principes directeurs dont l'un des principes est de faire de tous les membres du gouvernement des porte-paroles. Donc nous avons développé cette plateforme effectivement que nous appelons Gouv-EDL pour permettre à chacun des ministres à partir de cette plateforme d'accéder à toute l'information sur tous les autres domaines d'action du gouvernement et également, ça c'est notre métier de communication, leur dire la position du gouvernement. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan salue les initiatives du CICG. Il exhorte le personnel à faire davantage pour les défis futurs. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance de la communication pour un gouvernement. Car au fond, gouverner, c'est aussi communiquer. L'Ivoirien nouveau, comme vous le savez, constitue le 5e engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République en vue de l'émergence à l'horizon 2020. L'avènement de cet Ivoirien nouveau passe également par une communication institutionnelle de qualité qui contribuera à mieux informer nos compatriotes sur les actions du gouvernement, afin qu'ils se les approprient et participent à leur mise en œuvre. Dans ce sens, je voudrais insister sur la nécessaire synergie d'action avec toutes les autres instances et acteurs intervenant dans le processus de la communication gouvernementale. De nombreux outils ont été mis sur pied par le CICG. Il s'agit entre autres de Gouv-EDL, Gouv Digital pour la promotion des actions du gouvernement en langue vernaculaire et le centre d'appel Allo 101, Allo Gouvernement. On termine en bref et en image à l'étranger avec la Centrafrique où de nouvelles allégations d'abus sexuels sur des mineurs par des soldats étrangers ont été dévoilées. Selon 4 des jeunes filles victimes de ces pratiques, leurs agresseurs faisaient partie du contingent géorgien de Leforts.
C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ungoran. Moi, je vous dis à très vite. Excellente soirée sur RTI 1.